Colo d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. L'un des... Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Danton. La mort. Comment t'as tué l'ambiance? Salut à tous, bande de grands romantiques. Aujourd'hui un épisode d'une très grande valeur et dont je suis particulièrement fier, puisque c'est la première fois que dans cette émission que nous allons parler d'une œuvre d'un des plus grands noms de la littérature française, et donc croyez-moi, on n'a pas fini de parler, j'ai nommé Victor Hugo. The Papa, le monument du romantisme, la montagne de la littérature, le génie absolu de la tournure et de la rime, l'archétype même de l'écrivain romantique qui les pieds sur terre scrute l'éternel et tutoie l'intemporel, du génie qui perché sur les épaules de l'infini médite sur la condition humaine, les cheveux flottant au vent, faculté de jugement dont on va bien avoir besoin pour l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui. C'est une histoire de devoir, de survie, de rabaissés qui ne demandent qu'à vivre en paix, de familles brisées, d'idéaux de justice, mais aussi de violences brutales et de répression aveugle et arbitraire. C'est l'histoire du 9-3. 93. De Victor Hugo. « 93 de Victor Hugo, paru en 1874, c'est un des derniers grands romans historiques de la vie de l'auteur. Alors ça, c'est un roman que j'adore puisque c'est un des seuls qui évoque une de mes périodes historiques préférées, à savoir la Révolution française. Bon alors le roman a été écrit 80 ans après les faits, mais au moment de sa parution, il n'a pas été sans un certain lien avec l'actualité politique du moment de Victor Hugo, puisque celui-ci voulait en effet faire du roman d'un véritable plaidoyer en faveur de l'amnistie des insurgés de la Commune de Paris, qui est un des derniers grands soulèvements populaires inspirés par les idéaux de la Révolution française. Après l'écrasement tragique des communards par les troupes versaillaises en 1871, Victor Hugo, sans occulter aucun des crimes de chaque camp, milite pour l'apaisement des tensions entre eux en demandant notamment la clémence pour les survivants de l'insurrection, rendant avec 93 justice aux insurgés de la Commune, en développant dans ses pages un vibrant hommage à l'esprit révolutionnaire qui avait animé les consciences de 1793 à 1871. Mais oublions pour l'instant le côté politique de l'œuvre et plongeons dans le récit en lui-même. Voici 93 de Victor Hugo. L'histoire commence en Bretagne, où un bataillon de soldats républicains patrouille dans une forêt. Soldats républicains qu'on surnommait à l'époque les Bleus, en raison de la couleur de leur uniforme. Couleur très pratique puisqu'elle permet de se faire facilement repérer en toutes circonstances. Le camouflage, ça vous dit rien? Bref, les révolutionnaires patrouillent dans la forêt à la recherche de leurs ennemis cachés dans les buissons, les chouans. Alors évidemment, cette vidéo va être assez longue comme ça, je vais pas évoquer en détail les événements de l'année 1793, la Convention, la Terreur, la révolte des Chouans, ou même la Révolution française en général. Après tout, nos chers programmes d'histoire couvrent le sujet d'une manière très rigoureuse. Enfin, c'est juste l'événement fondateur de notre nation en fait. Loin de moi l'idée d'insinuer que l'éducation nationale aurait une manière quelque peu... simpliste et superficielle d'enseigner cette période de l'histoire. Franchement, je vois aucune raison pour laquelle quiconque aurait des connaissances déficitaires sur la Révolution française. Mais bon allez, par acquis de conscience pour ceux qui roupillent au fond de la classe. Victor Hugo choisit l'année 93 comme cadre historique du roman, une année pivot dans le cours de la Révolution française, puisqu'elle voit son basculement dans une forme beaucoup plus radicale. Au moment du récit, la première République a été proclamée un an auparavant, en 92, et Louis XVI a été guillotiné en début d'année. On est alors en pleine période de la Terreur, où le moindre suspect était arrêté et considéré comme coupable d'office par les tribunaux révolutionnaires jusqu'à preuve du contraire. Dans la même année, des insurrections éclatent un peu partout en France, déclenchées par des populations majoritairement rurales que les mesures de la Révolution bousculent trop profondément, ce qui est le cas des Chouans bretons. La chouannerie est un mouvement insurrectionnel originaire de Bretagne et de Normandie apparu en début 93. Le bouleversement de l'ordre féodal avec l'abolition des privilèges de la noblesse, la reprise en main de l'église, et la privatisation des terres par la bourgeoisie échauffent un peu les consciences des paysans bretons et normands. À cela vient s'ajouter en début 93 la levée en masse d'une armée pour défendre la France contre les monarchies coalisées d'Europe, obligeant les habitants à envoyer leurs enfants au casse-pipe, ce qui est la goutte de pisse qui fait déborder les chiottes et sa part en insurrection paysanne contre le pouvoir central de Paris. Ce n'est bien après que des nobles déchus de leur titre, encore planqués en France, détournent l'insurrection en une armée contre-révolutionnaire, combattant par action de guérilla planquée dans les forêts bretonnes et normandes, avec l'objectif de renverser la République et de rétablir la monarchie absolue.
Le nom des Chouans, qui seront les ennemis de ce roman, viennent du fait qu'ils utilisaient comme signal de reconnaissance le cri de la chouette, aussi appelé à l'époque le chat-huant, ou prononcé en breton, Chouan. Et si vous saviez pas tout ça avant de farcir le bouquin, eh ben vous en faites pas, puisque The Papa va se faire un plaisir de couper le récit toutes les 15 pages pour vous faire des chapitres entiers de mise en contexte historique et politique. S'il y a bien un truc qui définit le style de Victor Hugo, c'est les énormes digressions qu'il insère en plein milieu du récit. Et il en fait mais sur tout! Sur les sentiments et introspection des personnages du roman, sur la mise en contexte historico-politique, sur les portraits de personnages historiques, sur la description géographique ou architecturale des lieux de l'action, sur des références mythologiques ou légendaires, sur des profusions de faits divers ou d'anecdotes réelles ou inventées par l'auteur. Enfin bref, cet écrivain est juste hallucinant, c'est un véritable puits de savoir sans fond, on dirait qu'il a une encyclopédie intégrée dans la tête, mais pour autant, est-ce que ça valait autant la peine de le montrer partout dans ce qu'il écrit? Victor, il est minuit, venez vous coucher! Et merde, j'avais pas fini de recopier l'encyclopédie dans le chapitre 8. Parce qu'en fait voilà, Victor Hugo c'est un style magnifique, inimitable, mais extrêmement chargé par la lourdeur de toutes les digressions qui se permettent dans le récit, mais bon, qui sont peut-être justifiées par l'exigence de couleur locale du romantisme, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Les soldats tombent sur une mendiante vagabonde appelée la Flécharde, et ses 3 enfants dont un encore bébé. Il s'agit d'une bretonne et de sa famille qui fuit les zones de combat en se planquant dans la forêt où ils ont lieu. Alors que les soldats cherchent à savoir dans quel camp il est, la cantinière du bataillon prend en pitié les enfants et leur donne à boire. Les soldats s'attendrissent alors et se présentent en tant que bataillon du bonnet rouge, des volontaires parisiens issus de la section des Piques. Alors retenez bien ce nom parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Ils décident alors de prendre la pauvre famille sous leur aile et d'adopter les enfants au nom du bataillon, faisant de ces pauvres gamins des mascottes de l'armée qu'ils vont ramener au camp et emmener partout avec eux dans leur bataille. Ah oui, c'est vrai, parce que pendant les guerres révolutionnaires, malgré la majorité obligatoire pour pouvoir s'engager dans l'armée, nombreux ont été les enfants soldats à passer à travers les mailles du filet, et à s'impliquer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins intensément, dans les guerres, par esprit d'aventure ou de gloire, et à aller combattre pour un camp ou l'autre. Ce qui représentait quand même une amélioration considérable de leur quotidien sous l'Ancien Régime. Hey les enfants, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que vous aurez plus à travailler au champ. Et la deuxième, c'est que... Oh putain. On se retrouve ensuite en mer à bord de la Claymore, un navire parti d'Angleterre traversant la Manche pour se rendre auprès des côtes françaises. À bord, 2 nobles français immigrés pour échapper à la Révolution discutent du mystérieux passager du bateau. Tout à coup, dans la cale, un canon se détache accidentellement de ses amarres et fout le bordel un peu partout en détruisant l'intérieur du navire. Un matelot parvient à l'arrêter et à empêcher le bateau d'être détruit, et à ce moment approche notre passager mystère, qui comprend que le matelot qui a arrêté le canon est aussi celui à cause de qui il s'est détaché puisqu'il l'a laissé sans surveillance. Pour faire bonne mesure, l'individu mystère lui remet une médaille pour son acte de bravoure, avant de le faire fusiller pour négligence. Et maintenant, fusillez cet homme. Peine de mort pour toute faute commise en présence de l'ennemi. Ah bon sang, est-ce que ça vous fait pas plaisir de savoir que dans la littérature du 19e siècle, on avait déjà les bons gros clichés sur les super méchants, genre cliché numéro 34, le méchant qui est tellement méchant qu'il peut se permettre de tuer ses propres subordonnés. Et pour accompagner ça, il manquerait plus que le cliché numéro 6, tiens, le rire machiavélique et tonitruant mais qui sort de nulle part. Aux armes, mes braves! Renversons cette république satanique et rétablissons le roi sur son trône! Pas de quartier! Ça va, chef? Non, c'est en fait, c'est vrai qu'il me fait des grimaces dans la foule. Vous voulez qu'on le zigouille? Ah bah oui, évidemment, oui. En approchant des côtes françaises, le navire est bombardé par la marine républicaine et le passager s'enfuit en chaloupe avec un autre marin qui se trouve être le frère du gars qui vient de faire fusiller. Le matelot dégaine alors son pistolet pour se venger, avant de comprendre que son passager se trouve être son ancien seigneur, le marquis de Lantenac, envoyé par la noblesse exilée en Angleterre pour prendre la tête du soulèvement catholique et royal en Vendée. Le matelot comprend qu'il a en face de lui le futur leader de la contre-révolution, dont dépend le renversement de la République et le rétablissement de la monarchie en France. Comprenant qu'il a failli faire une grosse gaffe, il l'épargne et lui demande son pardon. Ils font donc accoster la chaloupe dans une baie et débarquent sur le sol breton... Ah non, excusez-moi, on voit le Mont-Saint-Michel en arrière-plan, ils sont techniquement en Normandie. Le marquis de Lantenac, déguisé en paysan breton, tente de rejoindre incognito son ancien domaine pour inciter ses paysans à la révolte, mais apprend à peine débarqué qu'un avis de recherche a été lancé contre lui par la République, et qu'il risque donc de ne pas aller bien loin puisqu'il a de grandes chances de se faire dénoncer par le premier venu. Il est sauvé et recueilli par un étrange personnage appelé le Quément. Non, pas le Quément. Victor Hugo nous apprend qu'il s'agit d'un mot breton pour désigner les mendiants vagabonds vivant en partie sauvagement, habitant dans la forêt, couchant dans les souches d'arbres, se lavant dans les ruisseaux, s'essuant avec des fougères. Ce genre de truc de hippie, quoi. Je fais caca dans les bois, j'aime ça. Pris de pitié, le Quément cache son ancien seigneur dans la souche de l'arbre où il vit pour éviter que les révolutionnaires ne tombent sur lui. Puis, par bonne volonté, il accepte de ne pas le dénoncer, de le laisser partir, à la seule condition qu'en échange, le marquis de Lantenac ne provoque aucune violence et s'engage à ne tuer personne, ce qu'il accepte. Non, après tout, c'est vrai qu'il est juste venu pour assister à la nuit intersectique de l'Orient. Alors que le marquis de Lantenac retourne sur la plage, les paysans bretons avertis de son arrivée viennent à sa rencontre et lui demandent de se mettre à la tête de la chouannerie du coin pour chasser les patriotes de leur terre. Lantenac accepte de prendre la direction de la guérilla paysanne, estimant que cela lui permettra de faire la jonction avec l'armée contre-révolutionnaire de Vendée. Les paysans se soulèvent alors dans tous les cantons et massacrent le commandant du bataillon du bonnet rouge du début, y compris la cantinière et la Flécharde. Kenavo, fils de pute!
D'ailleurs, à ne pas confondre le bonnet rouge républicain porté par les patriotes à l'époque et le bonnet rouge des contestataires bretons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui, c'est les révoltés bretons qui portent cet ancien symbole de la Révolution, et qui leur fait d'ailleurs une super chanson folklorique. Ils ont des bonnets rouges, vive la Bretagne, ils dégomment tout ce qui bouge, vive les Bretons. Bref, alors que les républicains sont écrasés, les 3 enfants sont épargnés et emmenés par les chouans comme otages. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous interrompons le cours de votre récit pour une grande ellipse de plusieurs chapitres, comme Hugo a bien l'habitude d'en foutre dans tous ses romans. Parce que en fait, dans chacun de ses bouquins, le vieux bonhomme va s'arrêter en plein milieu de l'intrigue pour vous parler d'autres choses sur une centaine de pages ou plus. Dans le 93, une plongée dans le Paris révolutionnaire. Au moment où se déroule l'action du récit, en fin juin 93, la droite de la Convention, les Girondins, républicains modérés et opposés aux mesures sociales, ont été arrêtés par les sans-culottes parisiens hostiles à leur politique particulièrement impopulaire. Après l'arrestation et la condamnation d'une trentaine de députés girondins, le pouvoir revient donc à la gauche de la Convention, les montagnards, qui se retrouvent à devoir mener à la fois la Révolution, la Terreur et les multiples guerres dans lesquelles la France est engagée depuis 1789. Victor Hugo imagine à ce moment-là une scène de rencontre confidentielle entre 3 célèbres députés de la Convention, qui se trouvaient être 3 grands noms de l'histoire de la Révolution française, réunis autour d'une table dans l'arrière-salle d'un café parisien. Maximilien de Robespierre, président du comité de salut public, Georges-Jacques Danton, député à la Convention, et Jean-Paul Marat, rédacteur en chef de l'Ami du Peuple. Putain, ça ressemble au début d'une mauvaise blague sur la Révolution. Alors c'est Robespierre, Danton et Marat qui vont dans un bar boire un bon coup de pierre après le boulot. Putain, il arrache la tête ce picrate, dit Danton. Ouais, ça me la coupe, dit Robespierre. Bof, moi je m'enlève le steak, dit Marat. Blague d'historien. Dans le courant de l'année 93, la toute jeune République est attaquée de tous les côtés et doit se battre sur absolument tous les fronts, non seulement avec la contre-révolution chouane et l'armée catholique et royale de Vendée, mais aussi contre les monarchies européennes coalisées encerclant les frontières de la France pour éviter la contagion révolutionnaire, contre les insurrections des républicains fédéralistes en province, notamment à Nantes, à Bordeaux et à Lyon, par hostilité au centralisme de la Convention montagnarde, et même dans son propre camp contre les agitations de l'extrême gauche au sein de la Commune de Paris, exigeant plus de démocratie et un contrôle des prix des denrées alimentaires. En désaccord sur la priorité à donner à la répression, les députés s'échauffent et commencent à s'insulter les uns les autres. Ce genre d'échange de civilité entre hommes politiques, c'est quelque chose de tout à fait banal aujourd'hui. Cependant, à l'époque, en pleine période de terreur et de suspicion généralisée, les insultes les plus percutantes n'étaient, on va dire, pas forcément celles qu'on pouvait croire. Tu sais ce que t'es, Robespierre? T'es rien qu'un ci-devant. Je suis peut-être un ci-devant, mais moi au moins, je suis pas un modéré. Dans ton cul, Danton. Leur dispute est interrompue. Ouh putain, Danton allait balancer une chaise sur un de ses collègues. Leur dispute est interrompue par l'arrivée dans le café d'un nouveau personnage du roman, l'abbé Simourdin, un ancien prêtre passé dans le camp de la République et très fervent partisan de la Révolution et d'une application stricte de la terreur. Simourdin parvient à calmer les 3 députés, qui lui apprennent ensuite la situation en Bretagne, où le marquis de Lantenac a débarqué pour mener la contre-révolution chouane, tandis que la République a envoyé pour réprimer les insurrections une colonne militaire dirigée par un jeune et brillant officier breton, qui se trouvait être par une pure coïncidence, appelée la contenance scénaristique, le neveu du marquis lui-même, le commandant Gauvin de Lantenac. Un nom qui n'est d'ailleurs pas inconnu de Simourdin, puisque celui-ci était prêtre sur les terres des Lantenac sous l'Ancien Régime, et connaît par conséquent Gauvin depuis tout petit, l'a pratiquement élevé comme son fils, celui-ci n'ayant pas eu de parents et le marquis étant relativement absent. Simourdin est donc pour Gauvin le seul père qu'il ait jamais eu. Le petit devait rien comprendre quand le curé l'appelait les autres paroissiens mon fils. Mais les 3 députés de leur côté craignent que ce lien de parenté entre Gauvin et le marquis n'incite le jeune commandant à faire preuve de pitié envers le chef des rebelles, et pour s'assurer que Gauvin accomplira son devoir, décide d'envoyer Simourdin, connu pour ses convictions révolutionnaires très radicales, comme commissaire de la République en Bretagne avec les pleins pouvoirs sur le commandement militaire. Après cette altercation, la scène suivante nous transporte le lendemain pendant les débats à la Convention, sorte d'assemblée nationale chargée provisoirement en 93 de gouverner la France le temps de la guerre. Victor Hugo parle d'ailleurs de la Convention montagnarde dans des termes assez élogieux, ce qui est assez rare pour l'époque, puisque même à la fin du 19e siècle où il écrit, l'héritage de la terreur en fait encore un sujet assez tabou, ce qui ne l'empêche pas d'écrire « Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la Convention. » Et Yamabi. Bien que siège du pouvoir et assemblée législative officielle du pays, le véritable pouvoir dans le régime de 93 était dans la rue, les députés de la Convention vivant sous la pression constante de la population parisienne particulièrement politisée et intransigeante, si bien qu'il y avait une espèce de surenchère permanente à celui qui serait le plus radical, pour ne pas perdre la faveur du peuple. Les sans-culottes tenaient en permanence les députés à l'œil, particulièrement au sein de la Commune de Paris, divisée en sections citoyennes où les habitants de chaque quartier se réunissaient pour débattre, la plus célèbre étant la fameuse section des Piques dont on a parlé au début, et à laquelle appartenait tout le bataillon du Bonnet Rouge. La section des Piques c'était une des plus connues, puisque de nombreux citoyens célèbres y étaient inscrits, notamment Robespierre. Avec un pédigré politique pareil, ça devait pas être de la tarte pour présider les débats, tiens. Qui sait déjà qui était à la tête de cette section, pour voir? Le marquis de Sade, très connu pour ses écrits hardcore, il l'est en revanche beaucoup moins pour son passé d'homme politique pendant la Révolution française. Libre penseur athée, président de la section des Piques, puis député à la Convention montagnarde, il devait pas être à mon avis le dernier à se presser en bas de l'échafaud pour assister à l'exécution des condamnés du jour. Ça ira, ça ira.
Comme quoi, on dit, la terreur, oui, c'est une ère de violence totalement arbitraire et d'une brutalité extrême, mais bon, franchement, avec lui dans le panier, ça aurait pu être carrément pire. Hein. Le comité de salut public approuve toutes les mesures votées par cette assemblée. Toutefois, l'amendement du citoyen député Sade proposant en justice d'arracher les tétons des contre-révolutionnaires au fer rouge n'a pas été retenu. Fragile. Bien, alors maintenant, pourquoi ? Pourquoi cette immense digression sur le pareil révolutionnaire et sur la Convention ? Pourquoi ces pages qui viennent inutilement casser le rythme du récit en plein milieu du bouquin en plus, alors qu'elles auraient très bien pu être par exemple insérées dans un prologue au début ? Enfin voilà, qu'est-ce que tout ça vient apporter à l'histoire ? Eh bien, c'est tout simplement pour qu'on voit Marat demander à 2 députés de faire voter un décret condamnant à mort toute personne venant en aide à un ennemi, parce qu'il a peur que Gauvin, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, ne fasse preuve de pitié face à son oncle, le chef des rebelles. Les passages comme ça, c'est vraiment très enrichissant à lire quand on aime l'histoire avec un grand H, mais franchement emmerdant quand on essaie juste de suivre l'histoire avec un petit H. D'ailleurs, la plupart du temps, les romans de Victor Hugo qu'on donne à lire, c'est des versions abrégées, où on a gardé que les passages où le récit avance vraiment, et qu'on a amputé toutes les digressions que se permet le romancier. Ce qui fait à peu près 60 à 65% d'un roman chez Victor Hugo. Et c'est fou ça que pour lui, absolument tout peut être matière à digresser. Enfin, le moindre détail qu'il va évoquer dans l'histoire principale va pouvoir faire l'objet d'une digression à la suite. C'est genre, hey, vous savez pas ce que c'est ça ? Eh ben tiens, je vais casser le rythme du récit et vous expliquer un peu en détail. Diable, du paradis, de l'enfer et du moine bourru. Alors, qu'est-ce que le moine bourru ? Le moine bourru est une vieille superstition issue des légendes urbaines du Moyen-Âge. D'ailleurs, toute une controverse pour savoir si les pantoufles de Cendrillon étaient en verre, V-E-2-R-E, ou en verre, V-A-I-R, une sorte de petit écureuil dont la forêt était utilisée pour la confection. Les scènes romanesques des duels à l'épée, repenchons-nous un peu sur cette noble tradition d'une époque où on s'entrégorgeait pour s'être manqué de respect. Dans sa forme la plus courante, où le combat aboutissait à la mort. Ainsi qu'un grand buveur d'absinthe, un alcool super fort appelé à l'époque la fée verte, puisque la boisson donnait des sensations de papillonnement serein et de flottement gracieux. Putain, qu'est-ce que tu m'as fait ? Bref, après cette longue digression, reprenons le cours du récit, retournons en Bretagne. Oui, je sais, oui, je suis désolé, oui. L'abbé Simourdin, désormais commissaire de la République, chargé de prendre le commandement des troupes, parcourt tout le pays à la recherche du bataillon de Gauvin, qu'il retrouve finalement en déploiement dans la ville portuaire bretonne de Dole, où il mène ses hommes dans des combats de rue pour reprendre la ville tenue par les Chouans. Et on rencontre enfin, à la tête des troupes républicaines, notre héros, le personnage principal du roman, Gauvin. Non, pas celui-là. Voilà celui-là. Gauvin, officier de la République, neveu du marquis de Lantenac, donc au sang noble, mais profondément révolutionnaire dans ses convictions, donc plus proche de son père spirituel, Simourdin. Grâce à ses compétences de stratège, les Chouans sont repoussés de la ville, et Gauvin s'arrête pour féliciter ses hommes. L'abbé Simourdin est enchanté de retrouver son protégé, mais s'aperçoit en arrivant qu'un Chouan embusqué s'apprête à lui tirer dessus. Il s'interpose alors vaillamment entre lui et l'assaillant, et se fait blesser en prenant la balle en plein dans la poitrine. À l'infirmerie militaire, Gauvin vient au chevet du prêtre, ravi de revoir cette tendre figure paternelle qu'il a élevée depuis tout gosse, qu'il avait perdu de vue depuis des années, mais que la Révolution a finalement réuni. De même, Simourdin peut enfin profiter de chaleureuses retrouvailles avec celui qu'il considère comme son fils spirituel. Je ne suis rien que votre fils. Tu es un soldat de la République. Parce que vous m'avez appris la justice. La justice, pas la pitié. Moi aussi, je suis content de te revoir, vieux schnock. Simourdin lui révèle qu'il a été envoyé par le comité de salut public pour s'assurer que le commandant n'aura aucune pitié et fera bien exécuter son oncle une fois celui-ci capturé. Ça vous rappelle rien cette scène ? Enfin, les personnages, leurs conversations, la façon dont ils sont placés et tout. Lantenac, tu dois affronter Lantenac. Maître Simourdin, je dois le savoir. Est-ce que le marquis de Lantenac est mon oncle ? Gauvin le rassure et affirme que le marquis ne représente plus rien pour lui et qu'il sera exécuté les ordres au moment venu. Pendant ce temps, Telmark, le quémant qui avait caché le marquis de Lantenac, tombe pendant son errance vers la ruine du campement du bataillon des Bonnets Rouges massacré par les Chouans. Et en voyant tous ces cadavres et toutes ces morts qu'il souhaitait éviter, se dit qu'il a peut-être fait une connerie en laissant s'échapper un fugitif dangereux. On se rend compte également que la flécharde, la jeune femme recueillie par le bataillon, a survécu à l'attaque et n'est que superficiellement blessée, ce qui permet au quémant de l'emmener jusqu'à sa cabane pour la soigner. Elle finit par reprendre conscience, mais en apprenant que les insurgés ont emmené ses enfants comme otages, elle part à leur poursuite pour sauver ses chères petites têtes blondes. Marchant de village en village à la recherche d'informations sur les lieux des combats, elle tombe par hasard sur l'annonce d'un crieur public lisant un arrêté condamnant les meneurs de la chouannerie à mort. Et Dieu sait qu'ils en ont des noms particuliers, ceux-là. Limanus, C'est Gouge le Bruant. Oui, c'est Brise Bleue. Grand Franqueur, Pic-en-Bois, Housard, Bois Nouveau, Guinoiseau, Sabre-Tout, Danse à l'ombre, Brin d'amour. Alors, parlons des noms des personnages dans les romans de Victor Hugo. Ah si. Parce qu'en fait, en termes de personnages, avec Victor Hugo, c'est pas compliqué, il y a que deux cas de figure. Soit vous êtes un personnage principal, vous avez un rôle assez important dans l'intrigue ou un petit peu secondaire, et à ce moment-là, Victor Hugo va vous donner un de ces noms qui pète la classe et la grandeur. Gauvin, Simourdin, Lantenac, et même dans ses autres œuvres, Jean Valjean, Javert, Marius, Esmeralda, Phébus. Voilà, soit ça, soit vous êtes un personnage sans vraiment grande importance dans l'histoire, avec un rôle assez limité, éphémère, voire inexistant dans le récit. Et à ce moment-là, Victor Hugo va vous donner une espèce de nom un petit peu bizarre, un peu bâtard, enfin en général plus un surnom ou un nom en argot qu'une véritable identité.
Gouge le Bruant, le lieutenant de Lantenac, ou encore Pic-en-Bois, Bois Nouveau, Danse à l'ombre. ou dans ses autres œuvres Clopin Trouillefou, Paquette la Chantefleurie, Fauche le Vent, Claque-Soupe, ou La Truelle, ou encore Colette la Charonne, Elisabeth Trouvin, Marie la Giffarde, Marie Pied-Debout, Claude Rouge-Oreille, Isabeau la Thierry. Je sais même pas où il va chercher tous ces noms en plus. On dirait qu'il a un genre de machine, vous savez, une sorte de générateur aléatoire de noms en argot pour tous les personnages qu'il écrit. Lancenac, sabre au clair, haranguait ses ultimes sbires encore debout parmi les décombres, parmi lesquels se trouvait... Chaude-pisse, Jojo Larsouille, Fanchon la Cagone, mange à couille, danse avec les loups, marche à l'ombre, fait la poule, tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. Enfin bref, le crieur public mentionne que les derniers rebelles sont assiégés dans le château de la Tourgue, vers lequel elle se met immédiatement en route. Puisqu'en effet, le marquis de Lantenac et ses hommes, qui ont échoué à tenir la ville de Dole pour faire débarquer les Anglais, sont en fuite et se sont retranchés dans la Tourgue, l'ancien château seigneurial des Lantenac, où les troupes républicaines les assiègent. Les Chouans refusent de se rendre malgré l'ultimatum de Simordin et menacent d'exécuter les enfants si l'assaut est donné. Gauvin envoie chercher une échelle dans le village le plus proche pour essayer de s'infiltrer dans la Tourgue et sauver les enfants avant l'attaque, tandis que de son côté, Lantenac ordonne à son homme de main, Limanus, un paysan brutal et sans pitié, d'entreposer de la poudre à canon dans la bibliothèque du château et d'allumer la mèche pour tout faire sauter si jamais l'ennemi réussissait à entrer. Pendant que les Chouans se préparent à l'assaut à l'intérieur du château, les enfants de la Flécharde tombent sur un vieux manuscrit médiéval, d'après l'histoire un véritable trésor ancestral passé dans la famille de Lancenac de génération en génération, trésor séculaire dont il déchire et saccage une à une les pages juste pour le fun. Alors je suppose que dans la tête de Victor Hugo, c'est un genre de métaphore pour les révolutionnaires français, qui dans l'ivresse de la liberté nouvelle et des bouleversements engendrés par la Révolution, se sont mis à détruire les témoignages de leur passé sans vraiment avoir conscience de leurs valeurs, comme ça s'est vu d'ailleurs pendant les multiples destructions d'églises ou de châteaux après 1789. Mais dans une lecture plus marrante, quand on sait que Victor Hugo a été grand-père très tôt et qu'il a dû élever lui-même ses petits-enfants, je peux pas m'empêcher de penser que cette scène a peut-être un petit côté vécu. Papa, les enfants ont joué dans ton bureau ce matin. Ok, c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je milite pour l'avortement. Gauvin, qui n'a plus le choix, lance alors l'assaut sur la Tourgue, qu'il investit sans gros problème, et les derniers Chouans retranchés dans le château sont facilement éliminés par les troupes républicaines. Le marquis de Lantenac, qui détient la clé de la bibliothèque où sont enfermés les enfants, se retrouve alors acculé avec ses derniers hommes dans le donjon au sommet de la Tourgue, où il se prépare à vendre chèrement leur âme et à déguster ses verres. Pas encore, monseigneur. Tout à coup, Almalo, le marin qui avait escorté Lantenac sur le Sobreton au tout début de l'histoire, surgit par un passage secret caché dans la cheminée qui conduit au dehors et va permettre aux Chouans de s'échapper. Seul Limanus choisit de rester pour couvrir les arrières de ses compagnons et ralentir l'ennemi. Pendant ce temps, le sergent Radoub, un rescapé du bataillon du Bonnet Rouge, se propose de monter à l'échelle pour s'infiltrer discrètement dans la bibliothèque du château et sauver les enfants. Malheureusement, une fois à l'intérieur, il tombe sur Limanus et la baston s'engage. Limanus perd son duel et meurt sur les coups de Radoub, mais dans son dernier râle, allume la mèche reliée aux explosifs qui sautent et mettent le feu au château, alors que les enfants sont encore piégés dans la bibliothèque fermée à clé. Une fois de l'autre côté du souterrain, dans la forêt, les Chouans prennent la fuite, tandis que le marquis, lui, regarde la Tourgue brûler. À ce moment-là arrive la Flécharde, qui en voyant le château brûler, s'effondre en larmes et crie au désespoir en sachant ses enfants prisonniers à l'intérieur sans leur indice de mille. Et rien n'est plus déchirant et pathétique que les cris d'une mère, tout le monde le sait. Le marquis de Lantenac observe de loin les supplications de la pauvre femme, puis comprend que son combat l'a éloigné peu à peu de ses devoirs en tant qu'être humain. Il fait donc demi-tour et retourne dans le château en feu par le souterrain, choisissant de se sacrifier pour sauver les enfants. Poussant avec un air impassible les soldats qui tentent de défoncer la porte de la bibliothèque, il ouvre la salle avec la clé et parvient à faire sortir tout le monde. Un geste noble et héroïque qui signe malheureusement son arrêt de mort, puisque Simordin attrape le chef de la chouannerie par l'épaule et le fait immédiatement arrêter. Le soir avant l'exécution de Lantenac, Gauvin vient rendre visite à son oncle dans sa cellule. Alors, que va-t-il lui dire? Que va-t-il dire à cet aïeul intransigeant, à ce vieillard qui est de son sang et qui pourtant ne reste pas moins un traître à ses yeux? Que va-t-il se dire entre ses deux parents irréconciliables, que la Révolution a définitivement séparés? Cet oncle, qui est désormais son ennemi mortel, que va-t-il lui dire? Je cligne de l'œil, mon oncle! J'ai pas pu résister. Le vieux marquis reste malgré tout digne et ne demande aucune pitié à ses ennemis, et au contraire se met à faire franchement un très beau discours faisant l'apologie de la monarchie, invoquant nombre et nombre de références savantes et historiques sur l'histoire de cette vénérable institution, jadis glorieuse, aujourd'hui périmée. Gauvin ne l'écoute même pas, et à l'instant même où il a fini, il met son manteau sur les épaules de son oncle, demande d'ouvrir la cellule, pousse le prisonnier dehors afin que les gardes ne le reconnaissent pas dans le noir, et prend sa place en prison. Moi je le comprends en même temps, c'est un réflexe tout à fait normal quand t'entends un anachronique grec venir te faire l'apologie d'un régime politique déjà démodé il y a 200 ans. Je pense que les Français, l'idée de royauté ne leur déplaît pas. Ah, pitié, foutez-le hors dehors de ma vue. Oh merde. Bon, blague à part, on comprend que Gauvin a sauvé la vie de son oncle, non pas par amour filial, mais en reconnaissance de son sauvetage héroïque des gamins dans la Tourgue, estimant que la République, si elle se revendique du camp du bien et de la justice, doit impérativement soutenir ce genre d'actes humains et désintéressés. C'est ce comportement qui permet à Lantenac d'être à présent libre et de pouvoir s'évanouir dans la nature.
Bah attends oui, franchement c'est génial comme idée, bravo hein, comme ça il va pouvoir aller prendre le contrôle des royalistes en Vendée, et pour 3 gamins qu'il aura sauvés, bah ce sera des milliers d'autres qui sera tué. Et maintenant que nous revoilà sur pied, les braves, tous aux armes, tous à la République. Mais non, mais qu'est-ce que vous foutez? J'étais en train de me rappeler d'une blague qu'on m'avait racontée ce matin. Sérieusement, mais entre le Clément et Gauvin, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les personnages de cette histoire à vouloir laisser s'échapper un fugitif dangereux? Le lendemain matin, Simourdin découvre horrifié que Gauvin a aidé Lantenac à s'échapper et a pris sa place dans sa cellule. Il le fait donc arrêter pour complicité d'évasion d'un traître, un crime rendu, on l'a vu, passible de la peine de mort. La cour martiale le fait juger pour trahison avec un jury composé d'un autre officier, du sergent Radoub et de Simourdin. Puisque Gauvin avoue son crime, il est reconnu coupable et le jury doit à présent voter la mort ou la relâche. L'autre officier vote pour la mort, tandis que Radoub refuse qu'on guillotine son commandant, qu'il demande même qu'on fasse général pour sa clémence exemplaire envers l'ennemi. Puis c'est au tour de Simourdin de se prononcer. Son devoir en tant que commissaire de la République lui impose de le condamner, mais son cœur lui se déchire à l'idée d'envoyer son protégé à la guillotine. Le cœur lourd, il vote finalement pour l'exécution, condamnant Gauvin à mort. Gauvin est finalement guillotiné le lendemain sous les yeux de ses soldats et d'un Simourdin intransigeant, malgré les appels à la clémence de la troupe. Et à l'instant où la tête se détache du corps, Simourdin, fou de douleur, ne pouvant vivre après cet acte, se suicide d'une balle dans la tête. Voilà, en terminant sur une petite touche de fun, c'était 93 de Victor Hugo. Alors comment comprendre la fin et le bouquin en général? Si dans l'histoire, Gauvin représente la face miséricordieuse et juste de la Révolution, prêt à trahir son camp pour sauver l'idéal, Simourdin, lui, est prêt à sanctionner l'idéal au nom de son camp, en représentant toute l'intransigeance froide, impitoyable et dogmatique, qui est une façon pour Victor Hugo de clarifier sa position sur la Révolution française, qui est, rappelons-le, à l'époque encore très polémique. Dans la pensée de l'écrivain, la Révolution, et plus encore la Terreur, malgré sa cruauté et son arbitraire, était une véritable nécessité de l'histoire pour pouvoir faire aboutir les idéaux de justice et de liberté. Bon, ça s'est un peu cassé la gueule dans les faits, mais il est honnête de la part de Victor Hugo de reconnaître que la cause était juste. Et c'est là qu'on retrouve le message de Victor Hugo en faveur de l'amnistie des révoltés de la Commune. La Révolution française a été un véritable bienfait pour l'humanité, il ne devrait pas être considéré comme une succession de crimes de la part de tel ou tel. C'était une œuvre collective, et si ce sont les actes, les abus et excès commis individuellement par les héros ou les assassins de chaque camp qu'il faut condamner, il faut avant tout comprendre l'idéal pur qui les motivait et qui lui restait louable. Bref, en une phrase commençant, et comme le disait le résumé d'un très célèbre film... J'admire l'honnêteté intellectuelle de Victor Hugo avec ce roman, puisqu'il a un point de vue impartial et sans concession sur la Révolution comme sur la chouannerie. Un beau geste de la part d'un homme qui a quand même fait le grand écart politique tout au long du siècle qui a suivi la Révolution, de monarchiste en passant par le bonapartisme pas trop longtemps avant de se ranger du côté des républicains sociaux. Prise de position de l'auteur qui reflète une grande humilité à l'égard de l'histoire, aussi bien qu'un choix politique assez prudent dans une époque où l'héritage révolutionnaire est encore considéré de manière assez ambiguë. Un fait que Victor Hugo arrive parfaitement à tempérer, hein. Faut rappeler que dans cette révolution, tout le monde a eu du sang sur les mains, rien n'a été tout noir ou tout blanc. À part le film là. Ah oh, franchement, elle était bonne cette blague. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, plus ça met longtemps à arriver, plus c'est long à la sortie. Vous connaissez le principe, si ça vous a appris 2-3 trucs, si ça vous a fait tirer un sourire ou même tout simplement si ça vous a détendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la page Facebook de l'émission Littéraculte. Je vous dis au revoir à tous et d'ici à une prochaine vidéo, portez-vous bien, chantez ça ira et surtout n'oubliez pas de réviser vos classiques, parce que, sérieux. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Tu t'es vu quand t'as lu? Ciao. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins tout réussira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah ça ira, ça ira, ça ira. L'égalité régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Et leur infernal clic au diable s'envolera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les pendra.